Fesneau, député Modem du Loir-et-Cher et président du groupe Modem les démocrates à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez regardé Michel Barnier, j'imagine, hier soir. Dernière tentative pour convaincre, c'était ça ? Pour convaincre et au fond dire ce qu'étaient les enjeux du vote ce soir de la motion de censure, qui est l'enjeu d'une motion de censure qui porte sur un texte qui est un texte budgétaire, dans un moment particulier de difficultés objectivement budgétaires, économiques du pays. Donc j'ai trouvé bien, juste, courageux de rappeler ce qu'étaient les attendus du débat qui aurait cet après-midi. C'est pas juste on renverse ou on renverse pas un gouvernement, c'est une situation qu'on rend encore plus difficile et encore plus chaotique. Oui, je vais revenir là-dessus, mais quand même, il a été baladé par Marine Le Pen, Michel Barnier. Baladé. Il n'a pas vu venir. Lui, le grand négociateur du Brexit, il a été bousculé par Marine Le Pen. Mais pardon de vous dire que Marine Le Pen, depuis 3 semaines, sans doute n'est-ce pas complètement délié d'ailleurs de certains réquisitoires judiciaires, a complètement changé de pied. Elle avait dit qu'elle n'était pas d'accord avec le budget, elle n'est pas la seule d'ailleurs, puisque sur le flanc gauche c'était la même chose, mais qu'elle ne viendrait pas faire obstruction, enfin, etc., etc. Et puis petit à petit, elle a fait monter une mayonnaise, ou une petite musique, plutôt, ne rentrons pas dans le culinaire, une petite musique qui était de dire, oui mais finalement on n'a pas été écouté, oui mais finalement c'est pas notre budget, oui mais finalement, puis finalement... De fil en aiguille, elle a fait un chantage pour, au fond, arriver là où elle voulait arriver, sans doute il y a 3 semaines. C'était prémédité. C'était prémédité. Voter la censure, c'était prémédité. Et provoquer une élection présidentielle, c'est, à votre avis, prémédité dans son esprit ? J'ai l'impression qu'entre LFI et RN, on se fait écho sur la volonté d'aller le plus loin possible dans le chaos gouvernemental et parlementaire pour provoquer après l'étape suivante qui est la leur, c'est de dire on ne s'en sortira que par une élection présidentielle. Donc les fins des uns et des autres sont claires. Les fins des uns et des autres, LFI et RN, je le répète, c'est la finalité de la plupart d'entre eux, c'est une finalité chaotique pour arriver à une élection présidentielle. Parce que ça les arrange pour des tas de raisons d'un point de vue calendaire. Bien. Marc Fesneau, ça c'est la situation. Maintenant, on va voir ce qui va se passer cet après-midi. D'abord, vous pensez que la censure sera votée ? De ce qu'on entend des déclarations, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Le NFP dit qu'il va le voter et le RN dit qu'il va voter la censure des autres, du NFP. Bon, je sais faire des additions, ça dépasse les 289 députés. C'est quoi à vos yeux cette alliance d'ailleurs, RN, NFP ? C'est de circonstances contre nature et au fond c'est une alliance des contres et aucun d'entre eux n'est capable de faire le moindre pas pour expliquer ce qu'il ferait une fois un gouvernement ayant chuté pour le pays. Parce qu'au fond, ceux qui nous écoutent, on aime tous la politique et la France est un pays... Les Français aiment de moins en moins la politique. C'est ce que j'allais dire. Les Français sont un peuple politique. Enfin, quand ils nous regardent, quand ils vont nous regarder cet après-midi, quand ils regardent ce qui s'est passé cet été avec Madame Castet, quand ils regardent tous ces épisodes, ils peuvent avoir légitimement l'impression qu'on s'occupe pas beaucoup de ce que sont leurs problèmes quotidiens. C'est les sujets de pouvoir d'achat, les pouvoirs d'achat, les sujets de services publics, les sujets, enfin bref, les sujets que chacune et chacun d'entre nous connaissent. Et donc, je pense qu'on a quand même un sujet. C'est à la fin, c'est pas simplement je renverse ou pas un gouvernement. C'est qu'est-ce que je fais pour les Français. Or, cette alliance des contraires, elle ne propose rien d'autre que de renverser un gouvernement sans rien proposer. Mais si la gauche vous dit, nous avons fait voter un budget à l'Assemblée nationale qui ensuite a été retoqué au Sénat, enfin bon, etc., etc. Mais nous avons fait voter un budget. Un budget avec 60 milliards de plus de prélèvements et où on rase gratis. C'est très facile quand on est dans l'opposition. Parfois, je me prends à rêver d'y être, si vous me permettez cette expression, parce que vous dites, je ne prends aucune responsabilité. Je fais toutes les dépenses. Je discutais hier avec un député socialiste. Il me dit, mais il faut plus d'argent sur les services publics, plus d'argent sur l'éducation nationale, plus d'argent surtout. Qui peut être en désaccord avec ça ? Simplement, en face, il y a une petite équation, c'est est-ce qu'on a les ressources pour le faire ? Et à chaque fois, ils disent, on va faire plus d'impôts. Comme disait Georges Marchais, sur les plus riches. Oui, enfin, 60 milliards. 60 milliards. D'impôts supplémentaires, faut arrêter de nous raconter des carabistouilles, c'est pas que sur les plus riches. C'est pas que sur les plus riches. Et donc, se raconter ça, c'est se raconter des mensonges. On sait très bien, on est le pays du monde qui est le plus taxé. Et le plus taxé, c'est pas les plus riches. Le plus taxé, c'est toutes et tous. C'est la TVA, c'est les charges sociales, c'est bref. C'est les impôts, évidemment, locaux ou nationaux. Et donc, commencer à dire, j'en rajoute une couche, et dire, mais c'est pas un problème, il suffit d'aller chercher l'argent, comme disait Georges Marchais, ça nous rappellera des souvenirs, là où qu'il est.
Ce n'est pas responsable. Si la question de gouverner, c'est simplement d'être affable et d'être populaire, alors à ce moment-là, il ne faut pas prendre de responsabilités politiques. Moi, je pense que la vie politique, c'est aussi parfois des décisions difficiles. Je ne connais pas un responsable politique qui ait été à la hauteur de l'histoire, qui n'ait pas pris parfois des décisions difficiles. Mais il les a prises parce qu'il a considéré que c'était l'intérêt supérieur du pays. Et c'est ça ce que j'attendrais, moi, des oppositions, plutôt que d'essayer de renverser tel ou tel gouvernement. Mais, Marc Fesneau, si Michel Barnier tombe, si le gouvernement tombe, je prendrai une initiative. J'appellerai tous les partis républicains, sauf le RN et LFI, à trouver un compromis. C'est ce que compte lancer, comme appel, Gabriel Attal. Vous avez entendu parler de ça? J'ai lu ça ce matin. Vous le savez? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la même chose que ce qu'il a écrit au mois de juillet. Hein. Oui. On peut toujours lancer des appels. Oui. Encore que ça va faire l'écho dans la montagne. Mais la question, c'est pas de lancer des appels, y compris publics. Je pense pas que ça soit une affaire... Parce que la question maintenant va être pour chacun de dire c'est pas moi et je suis le plus ouvert vis-à-vis des autres. On voit bien l'exercice qui est en train de se monter. Chacun essayant de dire j'ai été le plus coopératif. Et Madame Le Pen va nous expliquer ce soir qu'elle était prête au compromis. Et Monsieur Mélenchon va nous expliquer qu'il était prêt à gouverner. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Hein. Nous avons Michel Barnier le mardi, Marine Le Pen le mercredi, Jean-Luc Mélenchon le jeudi sur TF1. Ben c'est la foire. C'est la foire à la justification. Oui. Qui va s'ouvrir dès cet après-midi si la motion de censure par malheur était votée. Évidemment qu'il faut se parler. Mais la question... Pardon de le dire ainsi, je pense que c'est déjà les choses qui ont été dites au mois de juillet, donc il faut qu'on sorte aussi du déclaratif et qu'on regarde. Et par ailleurs, pardon de le dire d'un point de vue institutionnel, le chef du gouvernement, le Premier ministre, il est nommé par le Président de la République et c'est à lui aussi de faire ce travail. Si nous étions dans cette configuration, comme a essayé de le faire Michel Barnier, non sans mal, y compris d'ailleurs avec le Bloc central, il a eu des difficultés, Michel Barnier, puisqu'un certain nombre, et je n'en étais pas, on commençait par dire j'ai des lignes rouges. Donc, que chacun regarde un peu ce qui... La planche a été aussi savonnée par Gabriel Attal ou par Laurent Wauquiez. La planche de Michel Barnier. Moi, je regarde ce que nous avons fait, nous. Je ne suis jamais rentré dans cette matière. Vous savez que le groupe Modem est rentré dans ce gouvernement avec des réticences. Pourquoi? Parce que j'avais dit, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce sur quoi nous avons envie d'avancer ensemble, d'un point de vue budgétaire, et éventuellement... ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. C'est très bien dans la vie de pouvoir se dire ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Et on a vu au fur et à mesure, les uns ou les autres dire moi j'ai une ligne rouge chez celle-là, moi j'ai une autre ligne rouge chez celle-là. Je le dis au passage, un certain nombre des éléments étaient des éléments que nous partageons sur les retraites. Mais quand on gouverne, il faut prendre la responsabilité aussi de l'impopularité. Quand on est embarqué dans une aventure comme celle-là, il faut aussi, on ne peut pas dire c'est Barnier qui prend l'impopularité et moi je soigne ma popularité. Et donc on a aussi ce travail à faire collectivement. Le jeu de la présidentielle ? Oui, on voit bien que dans cette affaire-là, y compris les protagonistes de la motion de censure, Mélenchon et Le Pen, ils jouent une présidentielle anticipée parce que ça les arrange pour des raisons différentes. Si Michel Barnier tombe, qui va sortir vainqueur de la séquence ? Moi, je pense que personne ne sort vainqueur parce que c'est l'image de la politique qui est amochée. Et les Français, eux, sortiront vaincus. Et eux, ils sortiront vaincus et ils auront le sentiment. Moi, je pense, vous voyez... Comme vous savez, je me suis occupé pas mal des questions agricoles quand j'étais évidemment ministre de l'Agriculture. Il y a des mesures qui sont attendues par le monde agricole. C'est des mesures que nous avons travaillées pendant des mois et qu'on n'a pas pu mettre en œuvre compte tenu de la démission du gouvernement au mois de juillet. On va aller leur expliquer que parce qu'il y a une présidentielle en 2027, il n'y a pas de loi d'orientation agricole, il n'y a pas de mesures fiscales, il n'y a pas de mesures pour les retraités agricoles. Tout ça parce que les petits jeux politiciens l'ont emporté. Et je pourrais multiplier les exemples sur d'autres secteurs. Je parle du secteur agricole parce que j'y suis... très attaché et assez préoccupé. Qu'est-ce que sont des responsables qui se mettent dans la situation de dire devant les Français, au fond, on s'en fiche de vos affaires. Au fond, ce qui nous intéresse, c'est l'étape d'après. Pour les uns, la présidentielle, enfin bref. Et donc, il me semble que là, ce soir, si nous avions une motion de censure, tout le monde aura perdu. Et ce soir, si nous avions une motion de censure, il nous reste la nécessité d'avoir un budget de la sécurité sociale. Il faut un budget, un projet de loi de finances initiale. Alors, la Constitution est pas mal faite. C'est pas la pluie de sauterelles va pas s'abattre sur la France. Mais enfin, ça peut pas être sans conséquence de pas avoir un budget. Avec un gouvernement démissionnaire qui restera en place. J'ai été dans la situation d'un gouvernement démissionnaire pendant plus de 2 mois. Et alors ? Et je peux vous dire ce qu'on ne peut pas faire. Et on ne peut pas faire grand-chose dans une situation de gouvernement démissionnaire. Ça voudrait dire que nous aurions été dans la situation entre juillet 2024 et peut-être décembre 2024, quasiment ininterrompu d'un gouvernement, soit qui se met en place, soit qui est démissionnaire. Oui. Comment on peut gouverner un grand pays dans ces conditions-là ? Et donc je trouve que ceux qui portent la responsabilité
ou qui veulent porter la responsabilité d'une motion de censure, il faudra qu'ils en rendent compte devant les Français. Il ne faudra pas qu'ils se retournent vers ceux qui ont essayé, Marc comme Fesneau, nous, par si exemple. on n'est pas d'accord avec la politique conduite par un gouvernement, on censure ce gouvernement. Oui. Ça paraît logique aussi. Oui, mais et derrière, and so what, comme disent les Anglais. Oui. En Allemagne, vous pouvez faire tomber un gouvernement si vous avez un Premier ministre, enfin un chancelier et une base programmatique alternative. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire tomber dans le vide. Là, vous allez faire tomber dans le vide. C'est-à-dire que vous faites tomber un gouvernement, mais vous n'avez pas d'alternative. Parce que la quels gauche sont les d'ici, points... on a Lucie Castet et le programme du NFP. Lucie Castet. On va eu ceci avec un intérêt total pour Madame Castet, ayant le sentiment qu'elle était otage des jeux des uns et des autres. Et je vois d'ailleurs qu'elle a déjà été lâchée par un certain nombre d'entre eux. Et je trouve pas ça bien. La façon de traiter les personnes n'est pas une chose très honorable dans cette affaire-là. Donc le petit jeu de l'été, de dire on a une alternative, ils ont encore moins de parlementaires que nous n'avons dans le bloc central. Et ils prétendent pouvoir gouverner sans une motion de censure qui arriverait assez vite. On plaisante. Et donc, on ne peut s'en sortir que par si à un moment, un certain nombre des gens de gauche, et nous avec, on fait l'effort de se dire... C'est ce que dit Gabriel Attal. Mais enfin, oui, mais enfin, il faut qu'on se mette... Est-ce qu'il est le mieux placé pour ça? Est-ce qu'il est le mieux placé pour ça? Non, soyons francs, Marc Fesneau. Je pense que ça doit venir... pas seulement du bloc central. C'est-à-dire que est-ce que ça va venir de François Bayrou? Mais je n'ai pas encore prononcé son nom. Oui, c'est vrai. J'étais étonné d'ailleurs. Oui, mais j'y viens. Est-ce que ça va venir de François Bayrou? Est-ce qu'il va prendre l'initiative pour essayer de trouver un accord de gouvernement? Ce qu'on appelle un accord de gouvernement, pour permettre le vote d'un budget, pour permettre d'avancer sur le domaine sécuritaire, sur le domaine migratoire, sur le domaine des inégalités. Et je vais y revenir. Je vais revenir sur les chiffres de la pauvreté. Marc Fesneau. Mais oui, d'abord, vous savez que François Bayrou, depuis très longtemps, est sur cette ligne-là, de dire il faut qu'on arrive sans renier de nos convictions. Parce que nous sommes dans un pays où quand on se met autour de la table et qu'on essaye de parler, on croit toujours que le compromis, c'est la compromission. Moi, je ne demande pas aux socialistes de renoncer à ce qu'ils sont. Mais je leur demande de ne pas me demander la même chose. Je ne dis pas que la droite doit renoncer à ce qu'elle est. Mais dans ce moment, la situation est quand même grave. Nous sommes, regardez, si ce soir nous n'avons plus de gouvernement, ça nous affaiblit au niveau européen, ça nous affaiblit au niveau mondial. Et donc... que François Bayrou prenne ou une initiative ou qu'il prenne la parole pour dire ce qu'il sent du moment. Il l'avait dit au mois de juillet-août en disant il faut qu'on trouve un Premier ministre de compromis, y compris ayant dit à l'époque que par exemple Bernard Cazeneuve pouvait faire partie des profils comme Michel Barnier fait partie des profils. Et donc on a besoin de voix qui fassent entendre pas seulement raison. Est-ce qu'il va se faire entendre? Oui, il va se faire entendre. Je discutais avec lui hier. Il va se faire entendre pour dire ce qu'il sent du moment et de ce que nous devons faire. Mais ça nécessite un peu de s'extraire des petites combinaisons politiciennes. Est-ce que vous demandez à ce qu'il soit nommé Premier ministre par le président de la République? Alors moi, vous savez les liens que j'ai avec François Bayrou, donc vous... Oui, si je vous pose la question, c'est pas un hasard. Vous allez me faire dire du bien de François Bayrou et j'ai pas de mal à le faire. Pour dire du bien, je vous demande simplement... Dans la situation actuelle, c'est un des profils qui me semble être, si nous étions amenés dans cette configuration, qui me semble être le plus pertinent compte tenu de son histoire, de son parcours, de ses relations avec les uns et les autres. Mais alors j'y viens sur les... finissez, puis je viendrai sur les relations. Je trouve que on peut pas, dans le moment politique qu'on est, à 6 heures peut-être d'une motion de censure, dont on attendra quand même les résultats, parce que j'ai toujours un espoir de la raison, moi. Mais bon, mettons-nous dans la position dans laquelle on va pas se défausser des questions que vous me posez. On peut pas commencer par dire c'est Bayrou ou personne d'autre, voyez, parce que si on commence... Et Bayrou l'a pas fait lui-même. On peut pas dire c'est lui ou rien. Dans ce moment-là, il y a un besoin de personnalité qui puisse le faire et l'incarner. Il en fait partie de façon très éminente, mais ça peut pas être un préalable seulement. Vous voyez bien qu'on est dans une équation politique où il faut, quand vous voulez du compromis, vous dites pas ce qu'ont fait les socialistes tout l'été avec leurs amis, de dire c'est Madame Castet ou rien, refusant leur propre ami, le propre Premier ministre qui soutenait, à savoir Bernard Cazeneuve, par un vote du Bureau national du PS. C'est ça ce qui s'est passé quand même. Donc les socialistes peuvent donner toutes les leçons de la terre. Ils ont refusé qu'un socialiste soit nommé Premier ministre, et si le Bureau national du Parti socialiste avait dit banco pour Bernard Cazeneuve aurait été nommé Premier ministre. Donc refaisons pas. Il va falloir que chacun... On va pas faire des griefs toute la vie parce qu'il va falloir que le pays avance. Mais quand même...
François Bayrou, Premier ministre, ce serait une bonne solution. Mais c'est une des hypothèses sérieuses et une bonne solution, parce que je connais François et je sais sa capacité de dialogue. Voilà. Alors oui, sa capacité de dialogue. Je voudrais préciser 2 choses concernant François Bayrou. Il a parrainé Marine Le Pen en 2022. Mais pour une raison simple, nous avions dit, ça a toujours été notre combat dans la vie publique, vous le savez, c'est la question de le choix donné aux Français. Oui. Et le choix donné aux Français, c'est que pour des raisons de parrainage, ça aurait pu être pour un autre candidat ou une autre candidate, elle se trouvait dans la situation de peut-être ne pas avoir de parrainage. C'est une adversaire résolue, Marine Le Pen. Nous nous sommes opposés. Le parti, l'UDF, à l'époque, s'est fracturé sur certains qui s'étaient alliés avec elle en 98. Donc on est absolument au clair sur la différence avec Madame Le Pen. Mais en même temps, on ne peut pas priver les Français de pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'on nous avons fait à l'époque. Et vous vous rendez compte, si elle n'avait pas été candidate, parce qu'elle n'avait pas les parrainages compte tenu des pressions qui étaient exercées. Et donc nous avions dit à l'époque que dès lors que des gens représentaient quelque chose, il fallait qu'ils puissent, concourir. C'est le premier lien. On veut les battre, le mais on veut premier qu'ils puissent lien. concourir. Deuxième lien, la proportionnelle. Vous êtes favorable à la proportionnelle comme elle. Mais pardon, je vois bien ce que vous voulez me dire, mais la question, c'est pas Madame Le Pen. Madame Le Pen, attendez. Parce que si vous voulez avoir un gouvernement qui dure, il va falloir que Madame Le Pen... Le Pen ne s'en... Socialisme. Oui. Discuter. C'est ça le chemin. Madame Le Pen, c'est 25% des sièges à l'Assemblée nationale. 25%. Il y a donc 75% de sièges autres. Mettons de côté les LFI. Ça fait quand même 65 à 70% de sièges autres. Et donc c'est dans cet espace que doit se constituer une coalition. Pas en regardant en permanence Madame Le Pen. C'est une adversaire du gouvernement et des politiques que nous entendons mener. Et c'est son droit, c'est la démocratie. Mais on ne va pas passer notre temps à regarder si Madame Le Pen vote pour ou contre. Donc, si on veut éviter les taux de Madame Le Pen que vous décriviez au début de l'interview, il faut qu'il y ait des gens qui disent on va s'extirper de l'étau de Madame Le Pen. Et en même temps, ceux qui feraient ça, ils s'extirperaient aussi de l'étau de M. Mélenchon. Et ça sera bien pour le pays, je vous assure. Alors, moi, j'ai 2 questions pour terminer, Marc Fesneau. Ouais. Comment voulez-vous que les Français respectent les députés quand on voit ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale? Vous étiez à l'Assemblée nationale? Oui, bien sûr. Lorsque Michel Barnier a rendu hommage à René Coineau. À René Coineau, ancien député-maire de Saint-Malo, décédé samedi à l'âge de 88 ans. Il a rendu hommage et sur les bancs LFI, on s'est mis à crier, on s'en fout. On s'en fout. Oui, mais je pense qu'on a besoin dans nos attitudes, et quand attitudes, on est en plus monté dans les Coineau, député maire de Saint-Malo, c'est une grande figure bretonne, et qui que ce soit d'ailleurs. Le moment on est en fait dans un théâtre de gens qui pensent que c'est bien de faire des mots inutiles et par ailleurs qui font des capsules vidéo. Et c'est tragique. Parce que ça vient abaisser le niveau politique et les Français sont... J'ai vu, c'est Elisa Martin, députée LFI, qui dit mais pas du tout, c'était pas pour... Oui, je me suis laissé... Oui, je répondais à un collègue. Oui, c'est ça, non, oui. Bon, bref. Vous y croyez ou pas? Non, pas du tout, mais je vois bien qu'il faut se défausser parce qu'il n'y a aucun motif. Bon. Comment dirais-je? Il n'y a rien à dire à quelqu'un qui dit qu'on fait hommage à quelqu'un, on s'en fout. C'est en fait, excusez-moi, ça veut dire qu'elle n'a rien compris à ce que sont non pas seulement les règles de politesse, les principes de la vie, quoi. Marc Fesneau, je vais terminer. Pendant que vous vous écharpez à l'Assemblée nationale, le rapport annuel de l'Observatoire des inégalités a été publié hier. 5 millions de Français, un peu plus même, enfants compris, vivent sous le seuil, non pas de la pauvreté, mais de l'extrême pauvreté. 1014 € par mois. 1014 € par mois. Comment vit-on avec 1014 € par mois? Pendant que les très très riches, eux, s'enrichissent toujours. Mais c'est fortement. Mais c'est pour ça que moi, c'était un débat que nous avions à l'intérieur du bloc central, compris avec Gabriel Attal. Nous portions des amendements au MoDem, qui en partie étaient repris par le gouvernement Barnier. D'ailleurs, je dis une chose au passage, il faudra qu'on regarde les textes PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale et projet de loi de finances initiale. C'est sans doute les textes qui, dans l'histoire de la 5e, ont été le plus modifiés
par le travail parlementaire. Et nous avions demandé, par exemple, qu'on puisse pérenniser d'une façon ou d'une autre la taxe dite sur les super riches. Pourquoi ? Parce que dans ce pays qui a besoin de justice, y compris fiscale, y compris sociale, continue à faire croire que il faut pas faire contribuer les plus aisés quand on voit bien qu'un certain nombre de gens s'enfoncent dans la pauvreté, ça n'est pas acceptable. Ça délie le lien social. Et qui s'est opposé ? Un certain nombre de collègues, ça n'était pas l'accord, que les LR n'étaient pas d'accord avec ça. Un certain nombre de gens de PR n'étaient pas d'accord. La gauche était d'accord. N'était pas d'accord. Les LR n'étaient pas d'accord. Et le RN. Et le RN n'était, je sais pas la position du RN pour être très honnête sur le sujet. Oui. Le RN, ce que je sais, c'est qu'ils ont rajouté 60 milliards d'impôts. Après, ils nous expliquent qu'ils viennent alléger la charge des Français. Mais c'est là qu'on a besoin de compromis. C'est là qu'on a besoin devant les Français. Vous parlez des plus pauvres qui éventuellement nous écoutent. C'est le sentiment quand même, c'est qu'on s'occupe pas d'eux. Et deux, qu'on continue à creuser les écarts. La difficulté, c'est qu'on creuse de plus en plus les écarts. Et moi, je fais pas la chasse aux riches. Mais en même temps, quand vous êtes dans une situation comme ça, là, demandez un effort supplémentaire à ceux qui peuvent faire un effort supplémentaire, qui parfois eux-mêmes, non pas le réclament, mais conviennent du fait qu'ils peuvent le faire. Qu'est-ce que c'est que 5 000 ou 15 000 euros pour des gens qui sont à ce niveau de fortune ? Rien. Et pour ceux qui nous écoutent, et pour l'immense majorité d'entre nous, c'est beaucoup. Et donc, il y a cet effort à faire. Et c'est le chemin qu'on doit trouver, y compris dans les semaines qui viennent, d'un point de vue budgétaire. Merci Marc Fesneau d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de